Aujourd'hui, je vous invite à venir me rejoindre au Québec pour évoquer la pionnière des romancières québécoises, une femme engagée politiquement, une féministe avant l'heure en dépit de l'éducation reçue. Restez avec moi pour découvrir Laure Conant. La prise de parole de ces écrivaines à un moment donné de l'histoire est très révélateur de leurs envies de découdre avec les oppressions et les pressions du passé, notamment avec les servitudes et les obéissances aveugles à l'homme et à Dieu. C'est une réappropriation du soi féminin, une prise de conscience et un souci de s'affirmer autant qu'être humain à part entière et non pas autant que subordonné. C'est dans cet esprit-là que nous retrouvons Laure Conant. C'est grâce aux revenus du magasin général que les frères de Laure Conant vont justement étudier. Élie va devenir notaire à Malbaie en 1884 et Charles va devenir un avocat et député fédéral à Charlevoix en 1896. Quant à Laure, elle va faire de brillantes études dans le couvent des Ursulines de Québec. Elle va lire beaucoup d'auteurs français et québécois dans une perspective chrétienne, comme Marie de l'Incarnation, Chateaubriand ou François-Xavier Garneau. Vers l'âge de 17 ans, elle va rencontrer un homme beaucoup plus âgé qu'elle, de 18 ans, et elle va tomber follement amoureuse de lui. C'est Pierre-Alexis Tremblay, qui va devenir un député connu dans la région. Sa famille approuve cette relation. Elle voit en Alexis Tremblay un bon parti, mais celui-ci ne se déclare pas ou ne se présente pas pour demander sa main. Il prétexte un vœu de chasteté fait et il attend que le pape, justement, le relève de ce vœu-là. Or, en 1870, il va épouser une autre femme, une certaine Marie-Hélène Connolly. Ce qui va affecter énormément Laure Conant et qui va la pousser à mettre terme à sa vie publique. Mais c'est le déclencheur notamment de sa vie fibre créatrice, puisque elle va user de la plume pour justement extérioriser ses douleurs et ses souffrances, mais pour surtout poser un regard sur sa condition, la condition féminine et les conventions sociales. En 1878, elle va utiliser donc le pseudonyme de Laure Conant et rédiger une nouvelle intitulée Larmes d'amour, qui est révélateur de la dualité qu'elle vit entre le sentiment amoureux et le sentiment religieux, et par peur que le sentiment amoureux l'emporte justement sur le sentiment religieux, elle va donc se consacrer à la méditation et à l'adoration du Christ en espérant que sa douleur ou que sa souffrance soit atténuée. Ce court texte de Larmes d'amour va être remanié et publié en 1897 sous le titre de L'amour vrai. En 1882, elle va écrire ou publier son roman le plus célèbre, ou son texte le plus connu, donc Angéline de Montbrun, qui est un roman psychologique ou considéré comme le premier roman psychologique de l'histoire de la littérature québécoise. D'autres textes et récits vont suivre, comme À l'œuvre et à l'épreuve, L'oublié, La sève immortelle, Les Canadiennes ou Silhouette canadienne. L'œuvre de Laure Conant témoigne du triste sort d'une intellectuelle de cette époque-là, 19e siècle, dans une Malbaie qui elle-même est confrontée à des transformations sociopolitiques justement de l'époque. Et son roman a créé un certain malaise au sein de l'Église puisque
puisque l'idée que le roman véhicule un peu les relations incestueuses, le sentiment amoureux, et qui a fait que Laure-Conan va connaître une certaine marginalisation de la société à l'époque, qui voit mal qu'une jeune fille, justement, écrive un roman, puisque le roman, à cette époque-là, était très mal vu, était synonyme de perdition, de débauche, de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et elle-même, ayant conscience que le roman, à cette époque-là, était mal vu, elle essaye de se justifier en écrivant dans ses correspondances ceci. Je vais commencer un roman. Je me sers de ce mot, quoiqu'il ne rende pas bien ma pensée. En effet, il s'agit seulement de l'histoire intime, l'histoire d'une âme si vous voulez. Je voudrais montrer une âme passionnée, luttant contre non une grande douleur, mais contre le terne. Et justement, dans ce roman-là, c'est l'histoire que je n'avais pas précisée d'une catholique, une jeune catholique qui va tomber amoureuse d'un protestant. Et elle va consacrer toutes ses prières à ce qu'il soit remis dans le droit chemin. Donc, qu'il la rejoigne dans sa doctrine à elle. C'est un roman qui raconte un petit peu sa propre expérience, puisqu'elle met en scène une jeune fille amoureuse d'un homme d'un certain âge. Dans certaines expressions, on retrouve presque la narratrice qui se substitue à l'auteur, comme ce petit extrait-là qui, justement, révèle un peu cette rupture avec Pierre-Alexis Tremblay. L'amour chez l'homme est comme ces feux de paille qui jettent d'abord beaucoup de flammes, mais qui bientôt n'offrent plus qu'une cendre légère que le vent emporte et disperse sans retour. Laure-Conan s'est heurté à l'incompréhension de son entourage, qui voit mal une femme qui désire vivre de sa plume, une femme qui vit seule, isolée, qui se coiffe de grands chapeaux, qui lui couvrent le visage et qui fait de longues promenades en solitaire avec un air constamment mélancolique et triste sur les bords du fleuve. À propos de la tristesse, d'ailleurs, elle écrit « C'est triste qu'elle soit la vie, est toujours grande et belle, par l'acceptation de la souffrance. » Ou encore, un cœur patient est un cœur triste. Laure-Conan a vécu recluse toute sa vie. Toute sa vie, elle est restée fidèle à son premier amour. Et lors de son décès, lors d'une opération chirurgicale qui devait lui enlever une tumeur cancéreuse, elle avait avant acquis ou acheté un terrain qui justement se trouvait juste à côté de celui de Alexis Tremblay, et elle est aujourd'hui inhumée dans le cimetière de Malbaie, juste à côté de lui. Donc leur tombe se côtoie, et c'est comme un signe, pas un signe, c'est comme si qu'elle voulait le rejoindre malgré tout dans l'autre vie, être proche de lui dans la mort, puisqu'elle n'a pas pu être proche de lui dans la vie. La rupture ou le chagrin d'amour causé par cette relation qui n'a pas abouti a brisé la vie sociale de Laure-Conan. Elle-même est restée célibataire toute sa vie, se préoccupant de l'écriture et de la méditation. Cette prise de parole d'une femme au XIXe siècle ne s'est pas faite, bien évidemment, sans heurts et sans incompréhension. Elle a eu droit à quelques critiques acerbes notamment, mais surtout,
elle a été récupérée par l'Église ou des tentatives de récupération par certains partis et notamment par l'Église qui voit en elle, bien sûr, une écrivaine, mais aussi une chrétienne à part entière qui pourrait servir quelques bonnes causes et justement, elle va mettre sa plume au service de l'Église comme elle lui avait suggéré pour notamment lutter contre l'alcool et les ravages de l'alcoolisme. Elle meurt le 6 juin 1924 à l'Hôtel Dieu de Québec.